Vous ne pouvez pas les garder ici. La voix de Valérie retentit dans le téléphone, aiguë et frénétique. C'est illégal, monsieur André. Et qu'attendez-vous de moi exactement? Les rejeter à la rue? Le ton de Michel est resté froid et impassible lorsqu'il a répondu « Emmenez-les à la maison, comme je vous l'ai demandé. Il y a des protocoles à suivre. » « Et si je refuse ?» répliqua Valérie, ses paroles pleines de défi. « Alors je serai obligé de déposer un rapport, » dit fermement Michel, sa voix ne trahissant aucune trace d'émotion. Sans attendre de réponse, il raccrocha, ses doigts appuyant sur le bouton rouge avec une détermination qui résonna dans le calme de la pièce. Il resta là un moment, regardant par la fenêtre de la salle à manger. Les deux petites filles étaient assises immobiles sur le sol, serrées l'une contre l'autre comme pour essayer de se réconforter l'une l'autre. Leurs pieds étaient couverts de terre, leurs yeux écarquillés regardaient vides, comme deux âmes perdues. Les heures avaient passé, mais aucun d'eux n'avait prononcé un mot. Michel retourna à la cuisine, l'esprit bouleversé. Il ouvrit un placard et en sortit du pain brun et un paquet de lait en poudre. Il prépara le maigre repas du mieux qu'il put, plaçant une assiette devant chaque fille. « Mange. Je ne vais pas te faire de mal, » dit-il doucement, même si les mots semblaient creux dans le silence. La plus grande des deux filles le regardait du coin de l'œil mais restait immobile, le visage indéchiffrable. L'autre fille, plus petite, prit avec hésitation un morceau de pain, le serrant à deux mains, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Michel était assis en face d'elle, son téléphone toujours rangé dans sa poche, les clés de la voiture posées sur la table. Il pourrait les emmener, les reconduire à la maison, mettre fin à cette situation étrange et inconfortable dès maintenant. Mais il n'a pas bougé. « Quel est ton nom » demanda-t-il doucement, sa voix étant presque un murmure. Silence. « Où sont tes parents » insista-t-il, un soupçon de frustration s'insinuant dans ses mots. Toujours rien. Agacé, il se leva brusquement et sortit de la pièce. Il revint quelques instants plus tard, tenant deux couvertures usées. Il les étala sur le canapé d'un geste résigné. « Dors ici ce soir, » dit-il, sa voix dépourvue de chaleur. « Nous réglerons les choses demain. » Le lendemain, bien avant l'aube, Michel était déjà réveillé. Les filles, cependant, étaient assises sur le canapé dans la même position, le visage vide, comme si elles n'avaient pas dormi du tout. Il leur fit du lait et des œufs brouillés, mais un seul d'entre eux en mangea. En les observant, il sentit un étrange malaise l'envahir. Il commença à fouiller dans les quelques affaires qu'ils avaient emportées avec eux, un petit sac à dos déchiré et quelques autres maigres affaires. Dans le sac à dos, il trouva un carnet rempli de dessins enfantins, des cœurs, une femme aux longs cheveux flottants et un nom écrit en boucle, Dorothée. Son ventre se serra. Dorothée. Le cœur de Michel battait douloureusement dans sa poitrine. C'était le nom de sa défunte épouse, décédée il y a 3 ans. Comment ces petites filles pouvaient-elles connaître ce nom? Il se pencha sur le canapé, tenant le cahier dans ses mains. « Qui est Dorothée » demanda-t-il, la voix tremblante. Les filles restaient silencieuses, la tête baissée. « Qui est Dorothée » répéta-t-il d'un ton désormais aigu, plus exigeant qu'il ne l'avait prévu. L'une des filles s'est bouché les oreilles, comme pour essayer de lui faire obstacle. Michel se passa les mains sur le visage, essayant de se stabiliser. Il perdait le contrôle. Ce soir-là, il appelle de nouveau Valérie. « Je ne les envoie pas à la maison. »« Pas encore, » dit-il d'une voix ferme. « Alors que proposez-vous » demanda Valérie, la voix tendue par l'impatience. « Donnez-moi quelques jours. »« J'essaie de comprendre quelque chose, » répondit Michel d'un ton énigmatique. « Comprendre quoi ? Cela ne vous regarde pas. J'ai juste besoin de comprendre pourquoi ces filles écrivent le nom de ma défunte femme dans leur cahier, » dit Michel, la voix pleine de confusion. Valérie s'arrêta à l'autre bout du fil, comme pour peser sa réponse. « Vous avez 3 jours, monsieur André. Après, je devrais intervenir. »« 3 jours suffiront, » dit définitivement Michel, avant de raccrocher. Il regarda les deux filles qui s'étaient endormies recroquevillées l'une contre l'autre sur le sol. Un petit collier en plastique était posé à côté d'eux, et Michel distinguait au dos le léger gribouillage du nom, Dorothée, presque effacé par le temps. « Où as-tu trouvé ça » demanda Michel le lendemain matin en brandissant le collier en s'adressant à la jeune fille qui mangeait du pain. Elle croisa son regard sans expression, les yeux vides. « Est-ce que quelqu'un vous l'a donné » insista-t-il,
la voix tendue par la frustration. Mais la jeune fille ne répondit pas, son visage était indéchiffrable. L'autre fille serrait une poupée glabre contre sa poitrine, les yeux rivés sur la table, évitant son regard. Michel n'en pouvait plus. Il se releva brusquement, faisant racler bruyamment la chaise contre le sol. Il se précipita vers la pièce où il gardait de vieux papiers et commença à fouiller dans les cartons, l'odeur de moisi des vieilles photos et des lettres oubliées remplissant l'air. Il s'arrêta lorsque ses yeux se posèrent sur une petite pochette en cuir marron. À l'intérieur, il trouva une série de notes de Dorothée, écrites de sa main soignée et confiante. Des titres comme « Santa Claire Home » et « Hope Project in Ever » lui ont sauté aux yeux, mais c'est un document qui a attiré son attention, un reçu de virement bancaire avec des paiements réguliers effectués à une personne nommée Evrio. Il murmura le nom dans sa barbe. Evrio. Soudain, il sentit le poids de quelque chose de lourd s'appuyer sur lui. Il saisit son téléphone, hébété, et appela Valérie. « Connaissez-vous quelqu'un du nom de Russe? Non, désolé. Evrio? Quelqu'un qui aurait été dans le système domestique? Laissez-moi vérifier. Pourquoi demandez-vous? Valérie a répondu, sa curiosité piquée. Parce que ma femme lui envoyait de l'argent tous les mois. Et après sa mort, personne ne m'a rien dit, a déclaré Michel, les mots jaillissant à la hâte. Il y eut un long silence avant que Valérie ne réponde. Je vais y réfléchir. Attendez. Michel restait là, le cœur battant. Les filles étaient assises à table, les yeux rivés sur lui, comme si elles pouvaient voir quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Dans l'après-midi, Valérie rappelle. Evrio était dans le système jusqu'à il y a 6 ans. Après cela, il n'y a plus aucune trace de lui. Il y avait des rumeurs sur une grossesse, mais rien d'officiel, a-t-elle expliqué. Et dans le système? Insista Michel. Il n'y a pas de document officiel. Cela peut vouloir dire beaucoup de choses, comme si la naissance n'a pas été déclarée, ou peut-être qu'elle s'est produite ailleurs. Parfois, des choses se perdent dans le système, monsieur André. Tous les enfants n'ont pas d'acte de naissance. Michel sentit un frisson glacial se répandre en lui alors qu'il baissa les yeux sur le cahier, ses yeux traçant à nouveau le nom, Dorothée. Cette fois, quelque chose d'autre a retenu son attention, un dessin représentant une femme aux cheveux longs, 2 petites filles à ses côtés et derrière elle, une maison au toit texan. Cela ressemblait étrangement à sa propre ferme. C'était la fille de Dorothée, murmura-t-il, les pièces du puzzle se mettant en place. Il commença à chercher dans d'autres papiers, ne s'arrêtant que lorsqu'il trouva une vieille lettre écrite par Dorothée. Papa n'a jamais voulu la reconnaître, mais c'était sa fille. Je l'ai connue à l'orphelinat. Elle s'appelle Ève. Elle a le même grain de beauté que lui. J'ai promis de l'aider. Je ne sais pas comment, mais je ne l'abandonnerai pas. Michel se rassit, le cœur lourd de réalisation. Dorothée avait une demi-sœur dont il ignorait l'existence. Et cette demi-sœur pourrait très bien être la mère de ses petites filles. Il se leva, se dirigea vers le salon et regarda les enfants. Ève. Est-ce ta mère? La jeune fille qui était en train de manger baissa la tête, évitant son regard. L'autre fille serra plus fort sa poupée, son visage figé dans le silence. Où est-elle? Demanda Michel, sa voix étant à peine un murmure. Silence. Puis Lucie, la fille au pain, s'est mise à pleurer, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle n'émit aucun bruit, n'essaya pas de les effacer. Elle pleurait comme si elle avait appris à le faire sans attirer l'attention. La gorge de Michel se serra alors qu'il la regardait. Le lendemain, il conduisait son camion, avec les 2 filles à ses côtés, sans toutefois dire où elles allaient. Ils arrivèrent au petit village et s'arrêtèrent devant l'ancien orphelinat Santa Claire. Il frappa fermement à la porte. « Je cherche des informations sur un certain Evrio », a-t-il lancé. Une femme âgée, le visage marqué par des années de lassitude, a ouvert la porte. « Et qui es-tu ? » Michel André. Ma femme a aidé ici pendant de nombreuses années. La femme l'observa de plus près, son regard s'affinant à mesure que les souvenirs remuaient. Oui, je me souviens de Dorothée, a-t-elle répondu, la voix teintée de nostalgie. Michel sortit quelques objets d'un vieux collier, un carnet, une photographie et une lettre et les plaça doucement devant elle. Ses enfants, les plus petits, il la mentionne. Ils écrivent son nom. Je crois que ce sont les petites filles de mon beau-père. Un profond soupir échappa à la femme,
ses yeux s'adoucissant d'un mélange de chagrin et de souvenir. Elle était là. Elle était si jeune. Dorothée s'était beaucoup attachée à elle. Elle l'aidait beaucoup à cette époque-là. Mais la fille, elle avait peur. Elle était enceinte. Un jour, elle est partie et n'est jamais revenue. Depuis, on n'a plus eu de ses nouvelles. Dorothée est partie la chercher, l'a trouvée en larmes. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus rien faire, que la famille de son mari ne l'accepterait jamais. Le cœur de Michel se serra dans sa poitrine. Les pièces d'un puzzle douloureux commençaient à s'assembler et la vérité devenait plus claire. Les petites filles ne reviendraient jamais ici, ni dans cet endroit, ni chez cette femme. La femme baissa les yeux sur le collier dans la main de Michel, le désignant comme si elle se souvenait de quelque chose d'important. Ça, dit-elle, Dorothée lui a donné ça. Elle est venue un jour, elle l'a remis et elle a dit, donnez-lui ça si elle revient avec des enfants. Cela lui rappellera qu'il y a encore de l'espoir. Michel se tut, le poids de ses paroles s'installant dans sa poitrine. Plus tard, alors qu'il rentrait chez lui, il laissa les petites filles courir devant le porche, leur rire résonnant dans l'air. Il n'a pas parlé, son esprit était trop plein. Il se rendit directement dans sa chambre, où il ouvrit des cartons remplis de vieux documents et commença à les feuilleter. Son plan s'était évanoui, mais maintenant, pour la première fois, il avait quelque chose de plus qu'elle n'avait jamais eu, des ressources, du temps et une raison profonde et personnelle pour aller jusqu'au bout. Il ne laisserait pas l'histoire de l'abandon se répéter pour ses filles. Où sont les petites filles? La voix de Valérie traversa ses pensées alors qu'elle apparaissait à la porte de l'entreprise, cherchant la chaleur de la lumière déclinante du jour. Sont-ils ici à la maison? Michel se tenait sur le seuil et répondait d'une voix aiguë, ils sont là. Je t'ai donné 3 jours. Un est déjà passé. J'ai besoin de les voir. Ils vont bien, dit Michel d'un ton tendu. Ils mangent. Ils ne parlent pas beaucoup, mais ils sont calmes. Ça ne suffit pas, insista Valérie en plissant les yeux. Vous les gardez sans autorisation. Vous savez à quel point c'est grave. Vous connaissez les risques. Les envoyer dans un orphelinat? Un endroit où personne ne les connaît, où ils pourraient disparaître, tout comme leur mère. La voix de Michel devenait plus froide à mesure qu'il parlait. Disparu? Il la regarda. De quelle mère parles-tu? Évry, répondit Valérie, les sourcils froncés, sans comprendre. La demi-sœur de ma femme. Valérie haussa un sourcil. En avez-vous la preuve? Sans un mot, Michel sortit la lettre froissée qu'il avait trouvée, celle tachée par le temps, et la lui tendit. Valérie parcourt rapidement la lettre. Son expression changea, subtile mais indubitable. Cela ne prouve pas que ces filles sont les filles d'Ève, a-t-elle déclaré. Non, acquiesça Michel, mais c'est un début. Et elle ne demandait pas la charité. Elle demandait juste un toit au-dessus de sa tête, pour quelqu'un qui ne la rejetterait pas à la rue. Je ne peux pas faire d'exception, monsieur André, dit fermement Valérie. Mais faites votre travail. Regardez attentivement ce qui est devant vous. Elle a mis la lettre dans sa poche et, sans ajouter un mot, s'est retournée et s'est éloignée. Ce soir-là, Michel s'est assis sur le porche avec les petits. Il leur a donné du papier, des crayons de couleur et une tranche de pain avec de la confiture. Pendant qu'il dessinait, il parlait doucement. J'ai connu Dorothée quand j'avais 19 ans. C'est elle qui m'a appris la valeur d'écouter avant de parler. Parfois, on n'a pas les mots à dire, mais on a toujours les gestes. Les filles ne dirent rien, mais elles restèrent proches, leur silence en disait long à sa manière. Plus tard, Michel a trouvé un autre morceau de papier froissé dans le vieux sac à dos. Cela ressemblait à une page arrachée d'un cahier, écrite d'une main délicate et féminine. On y lisait, « S'il m'arrive quelque chose, s'il vous plaît, prenez soin de mes filles. Elles s'appellent Lucie et Claire. Il ne leur reste plus personne. » Et en bas, une signature, Eve Green. Les mains de Michel se resserrèrent autour du papier, la mâchoire serrée. Non, ce n'était pas juste une lettre. C'était un plaidoyer. Un appel à l'aide qui avait été ignoré. Le lendemain, il s'est rendu à l'hôpital du village. Il s'est enquis de tout dossier lié à Évry. Le personnel ne se souvenait pas d'elle, mais une jeune infirmière a donné un indice, une femme enceinte était arrivée il y a des années, sans papier. Elle a eu des complications, a accouché avec l'aide d'une sage-femme et, après s'être stabilisée, elle est partie. Aucun enregistrement. Aucune question.
Elle était revenue 2 fois de plus et lors de sa dernière visite, elle était décédée. Ils ont dit qu'elle avait été enterrée dans le vieux pâturage. Michel s'y rendit en voiture cet après-midi-là. Le champ était un terrain vague, jonché de débris. Il a demandé autour de lui, mais personne ne savait où se trouvait la tombe. Évry avait quitté le monde en silence, son existence à peine marquée, et certainement pas reconnue. Ce soir-là, Michel reçoit un appel de Valérie. J'ai trouvé des dossiers dans le bureau de Dorothée. Correspondance avec les services sociaux. Refus d'acquitter des rapports. Photographie de surveillance. Votre femme a été impliquée bien plus que nous l'imaginions. Et maintenant je dois rédiger un rapport complet, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu aujourd'hui. Les filles semblent plus en sécurité avec vous. Ils sont plus en sécurité, dit Michel d'une voix ferme. Je ne critique pas, soupire Valérie, mais ce n'est pas courant. Rien de tout cela ne l'est. Elle fit une pause, puis reprit la parole, plus pensivement. Écoutez, je vais entamer une procédure de tutelle provisoire. Mais il me faudra des preuves solides, des témoins, des documents, quelque chose de plus que de vieilles lettres. Je vais m'en occuper, dit Michel, sa détermination se durcissant. Vous avez jusqu'à lundi. Je commencerai demain. Il raccrocha, son esprit s'emballant déjà. Il se dirigea vers la chambre et récupéra le coffret contenant les affaires de Dorothée, des photographies, un reçu, un carnet, tout ce qui pouvait lier les filles à la famille André. Il commença à tout organiser, sélectionnant soigneusement les pièces susceptibles de prouver leur lien avec sa famille. Il ne pouvait pas laisser ses filles devenir une simple statistique parmi d'autres dans un système indifférent. Le lendemain matin, Michel a soigneusement rassemblé les mèches de cheveux laissées sur les oreillers des filles. Il a appelé une connaissance dans la capitale qui avait accès à un laboratoire. Il faut que je compare ces échantillons avec les anciens de Dorothée, explique-t-il. J'ai encore une mèche de cheveux. Nous pouvons faire un test de compatibilité génétique. Cela ne prouvera pas la paternité directe, mais cela montrera un lien biologique. De combien de temps as-tu besoin? Une semaine, peut-être moins si nous avons de la chance. Michel raccrocha, son cœur battant à tout rompre avec un sentiment de détermination qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pour la première fois, il savait ce qu'il devait faire. Plus tard, tandis que les filles jouaient par terre, Michel les observait attentivement. L'un d'eux a montré un dessin, 3 personnages, une maison et un chien imaginaire. Qui sont-ils? Demanda-t-il doucement. Lucie montra les chiffres. Claire, moi et toi. Michel n'a pas répondu, mais à ce moment-là, il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Pouvons-nous savoir où tu vas? A demandé Valérie alors que Michel descendait de son camion devant l'état civil. Je cherche ce que vous avez demandé, une preuve. Et tu penses que tu le trouveras ici? Je ne sais pas, a-t-il admis, mais c'est le seul endroit où les filles auraient pu être enregistrées, même sous un autre nom. Valérie le suivit en silence. À l'intérieur, une femme âgée les accueillit. Nous recherchons des informations sur une femme nommée Évry, a expliqué Michel. Elle a eu 2 filles il y a environ 5 ans. Nous ne connaissons pas la date exacte ni l'hôpital, mais elle vivait dans ce quartier. La femme fit une pause, fronçant les sourcils tandis qu'elle tapait dans le système. Après quelques minutes, elle secoua la tête. Aucun enregistrement. Et si elle utilisait un nom de famille différent? A demandé Valérie. La femme tapota le clavier pendant encore quelques minutes. Enfin, a-t-elle déclaré, il y a eu une tentative d'enregistrement de 2 filles avec des noms de famille inconnus en 2018. Elles ont été répertoriées comme filles de mère inconnue. Mais la procédure n'a jamais été finalisée. Le document est archivé. Où? Dans les archives physiques. Il faudra fouiller dans les anciens dossiers. Le cœur de Michel se serra, mais il n'hésita pas. Dites-moi où il se trouve. Je vais le chercher. 3 heures plus tard, au milieu de cartons de dossiers poussiéreux, Michel le retrouve enfin, le formulaire de la fille A et de la fille B. La date de naissance était approximative. L'endroit aussi. La signature illisible. Mais c'était une piste. Et c'était suffisant pour le pousser en avant. Dans la section d'observation, une nouvelle note fait surface, référée par Dorothée André. La voix de Michel tranche le silence, excitée et triomphante, c'est ici. Valérie, qui attendait avec impatience, s'est approchée et a lu attentivement le message. Pour la première fois,
elle se retrouva sans aucune objection. Cela peut en fait être utile, dit-elle pensivement, son ton étant un mélange de soulagement et de réalisation. Cela prouve que Dorothée était au courant de la situation. Cela montre qu'Ève a essayé de faire ce qui était juste, mais elle n'a pas réussi. Elle les a laissés sans rien, pas d'identité, pas de père, pas de nom. Et maintenant ils sont là, avec moi. Michel hocha la tête. Avec ça, ils ont un point de départ. Ce soir-là, Michel a préparé un repas simple aux soupes et pain grillé pour les filles. Curieuse, Lucie a demandé « Qu'est-ce qu'un nom de famille ?» Michel s'arrêta un instant, réfléchissant à la meilleure façon d'expliquer quelque chose d'aussi fondamental. C'est un nom que vous recevez grâce à votre famille. Cela aide les gens à vous reconnaître comme faisant partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous relie aux autres. Lucie, confuse, a demandé « Et nous n'en avons pas ?» Pas encore, répondit Michel. Mais bientôt, nous le ferons. Et est-ce que ce sera comme le vôtre? Michel sourit, une chaleur rassurante dans les yeux. Oui, si tout se passe bien. Sans un mot, Claire glissa de sa chaise et se blottit sur les genoux de Michel, enroulant étroitement ses petits bras autour de son cou. Michel ne s'est pas éloigné. Au lieu de cela, il lui caressa doucement les cheveux, son silence en disant long. Durant les jours suivants, Michel travaille sans relâche, organisant les papiers et consultant Valérie, qui était toujours présente à ses côtés. Il s'est entretenu régulièrement avec son avocat, déterminé à trouver la voie juridique à suivre. L'examen génétique utilisant l'échantillon de Dorothée était toujours en cours, mais Michel ne s'est pas arrêté là, il a continué à chercher d'autres preuves. Un jour, en fouillant dans le vieux téléphone de Dorothée, Michel tombe sur quelque chose qui s'avéra crucial. C'était un enregistrement, enfoui au fond d'un vieux dossier oublié. Il appuya sur play. « Ève, si tu écoutes ça. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule, petite. Peu importe ce que dit ma famille, si tu décides de garder tes filles, je t'aiderai. Les choses sont compliquées, mais je ne disparaîtrai pas. » Michel a écouté l'enregistrement 3 fois de suite avant de l'envoyer à son avocat. « Est-ce que cela sert de preuve d'une relation passée ?» a demandé l'avocat lorsqu'il a appelé. « Oui, cela confirme ce que j'ai dit. Cela n'apporte pas de réponse concluante, mais cela ajoute du poids à l'argument. » « Je n'ai pas besoin de poids, » répondit Michel avec une détermination tranquille. « J'ai besoin d'être avec eux. Alors continuez à avancer. N'abandonnez pas. » Le dimanche suivant, Valérie arrive à la ferme, et cette fois, elle n'est pas seule. Elle a amené un psychologue pour enfants. « Nous devons évaluer la relation entre vous et les filles, » expliqua le psychologue d'un ton formel. « C'est une partie nécessaire du processus. S'il vous plaît, entrez. » Le psychologue s'est assis avec les filles dans le jardin, leur a posé des questions simples et les a encouragées à dessiner leurs endroits préférés. Lucie a dessiné la cuisine de la ferme, tandis que Claire a dessiné le porche avec les chevaux. « Où vous sentez-vous en sécurité ?» leur demanda gentiment le psychologue. « Ici, » répondit Lucie sans hésitation. « Pourquoi ? » « Parce que personne ne nous crie dessus ici. Et il y a toujours du lait chaud. » Claire, assise tranquillement à côté de sa sœur, acquiesça. Puis, elle tendit la main de Michel. « Il ne nous quitte jamais » ajouta-t-elle doucement. La psychologue prend soigneusement des notes et Valérie observe l'échange sans l'interrompre. Une fois la séance terminée et la psychologue emballée, Valérie s'approche de Michel, l'expression plus ouverte qu'auparavant. « Je n'ai jamais rien vu de pareil, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « C'est arrivé si vite et c'est si clair. Ce que vous avez fait, c'est réel et c'est important. » Plus tard dans la soirée, Michel a travaillé dur pour préparer une nouvelle chambre pour les filles. Il a acheté de nouveaux matelas, peint les murs et s'est assuré que tout était prêt. Il a même accroché une plaque près de la porte. Le visage de Lucie s'éclaira quand elle le vit. « Aimez-vous » lui demanda Michel. « C'est notre chambre » répondit Lucie avec un sourire qui en disait long. « Et où vas-tu dormir ?»« Dans le mien » dit Lucie, « mais je serai toujours proche de toi. » Michel prit un moment pour assimiler ses paroles avant de répondre. « Je l'espère » dit-il doucement, sa voix remplie à la fois d'espoir et de détermination. Et cette fois, il n'y avait aucune question dans ses yeux, aucune hésitation. Le lendemain, Michel reçoit un appel de son avocat. « J'ai les résultats du laboratoire » a déclaré l'avocat. « Le lien génétique est positif. » Quelle est sa force ?
demanda Michel, le cœur battant. C'est assez fort pour prouver que les filles ont un lien biologique indirect avec Dorothée. Ce n'est pas de la paternité, mais cela confirme un lien familial, collatéral, comme on s'y attendait. Cela pourrait faire une différence avec le juge. Michel ferma les yeux, sentant un sentiment de soulagement l'envahir. Il ne faisait pas la fête, pas encore. Mais c'était un pas en avant. Quand est-ce qu'on présente ça? Demanda-t-il, prêt à continuer le combat. Mardi, à l'audience préliminaire, a répondu l'avocat. Michel a retrouvé les filles dans la galerie du fond ce soir-là, jouant avec une corde et de vieux pots qui leur servaient de tambour de fortune. Leur rire était silencieux, presque comme s'ils n'avaient pas encore appris à rire à haute voix. Michel s'approcha d'eux avec une enveloppe à la main. « Voudriez-vous entendre une histoire » demanda-t-il d'une voix douce et invitante. Lucie s'assit immédiatement et Claire la suivit. Il y a bien longtemps, dans cette même maison, vivait une femme très courageuse. Elle s'appelait Dorothée. Comme le collier? Claire l'interrompit, curieuse. Exactement, dit Michel en souriant. Ce collier, elle te l'a donné au cas où tu te perdrais. Et tu la connaissais bien, demanda Lucie, les yeux écarquillés. C'était ma femme, répondit Michel, d'un ton tendre et rempli d'un mélange d'amour et de chagrin. Et elle t'a dit de nous protéger, demanda Claire, d'une voix petite mais sérieuse. Les yeux de Michel devinrent sérieux. Elle ne me l'a pas dit avec des mots, mais elle me l'a écrit. Plusieurs fois. Lucie baissa le regard, ses pensées lourdes. Ma mère aussi, a laissé certaines choses derrière elle, dit-elle doucement. Où? Demanda Michel, un sentiment d'urgence s'insinuant dans sa voix. Dans ce cahier au fond. Michel récupère le carnet, rempli de dessins de maisons, d'arbres et d'images étranges et belles. Il feuilleta les pages jusqu'à trouver la dernière. Là, d'une écriture tremblante, étaient les mots. Si quelqu'un trouve ça, prends soin d'elle. Ils n'ont personne d'autre. Ne les laisse pas être séparés. Ils sont toute ma vie. Pardonne-moi. La poitrine de Michel se serra tandis que le poids de ces mots s'imposait sur lui. Le jour de l'audience arriva. Valérie entra, portant un dossier avec son rapport. Michel, stable et résolu, s'est présenté avec son avocat et les tests génétiques à l'appui. Les filles, sur ordonnance du juge, n'étaient pas présentes. La salle d'audience était petite et calme, éclairée uniquement par le bourdonnement d'une lampe vacillante au-dessus de la table centrale. Le juge, un homme âgé, a passé au crible les documents avant de lever les yeux vers Michel. « Sonneur André, dit-il d'une voix ferme, pouvez-vous résumer pourquoi vous demandez la garde permanente de ces mineurs ?» Michel se tenait droit, la voix inébranlable. « Parce que je les ai trouvés seuls, abandonnés sur ma propriété. Parce que j'ai découvert que ce sont les filles d'Evrio, la demi-sœur de ma défunte épouse. Parce que j'ai des preuves génétiques confirmant leur lien familial. Et parce que depuis qu'ils sont avec moi, ils ont recommencé à vivre, ils dorment, mangent, parlent. Ils me font confiance. Je ne veux pas qu'ils disparaissent encore. » Le juge regarda vers Valérie. « Soutenez-vous sa demande ?» Valérie hésita puis hocha la tête, les yeux fixes. « Au départ, j'avais des doutes, a-t-elle avoué. Mais j'ai suivi le cas de près. Les filles ont été évaluées et le lien entre elle et le demandeur est clair. Elles se sentent émotionnellement en sécurité avec lui. Et aucun autre membre de la famille n'est enregistré. » Le juge soupira profondément, prit quelques notes, puis releva la tête. « J'aurais besoin d'une évaluation plus détaillée de la part du tribunal de la famille. Pour l'instant, j'accorderai une garde temporaire de 30 jours. Après cela, nous examinerons le dossier pour une décision finale. En attendant, les filles resteront avec vous sous surveillance. La prochaine audience aura lieu dans un mois. » Michel a quitté le tribunal avec un visage indéchiffrable, mais à l'intérieur, un élan d'émotion le traversait. À la maison, il trouva Lucie et Claire qui attendaient à l'entrée. « Et » demanda Lucie, sa voix remplie d'espoir. Michel s'accroupit pour croiser son regard. « Nous avons un mois. Et après ça, j'espère qu'ils resteront avec moi pour toujours. » Lucie le serra fort dans ses bras et Claire lui tendit un dessin, 3 empreintes de main avec la légende « de nous ». Les jours suivants se sont déroulés dans une routine remplie de joie simple du quotidien. Michel emmenait les filles à l'école, préparait le repas et les aidait à faire leurs devoirs. Le soir, ils lisaient ensemble dans la bibliothèque qu'il leur avait aménagée.
Ils remplissaient leur nuit d'histoires de Dorothée, gardant son souvenir vivant dans le cœur des enfants qu'elle avait tant aimés. Un après-midi, alors que Michel étendait le linge dans la cour, la voix de Lucie interrompit ses pensées. « Vouliez-vous des enfants ?» Michel fit une pause, prenant une profonde inspiration avant de répondre. « Oui, Dorothée et moi avons essayé, mais ça n'a jamais marché. »« C'est pour ça que tu étais seule ?» demanda Lucie, une pointe de tristesse dans la voix. « Non, dit doucement Michel. Après son départ, je ne voulais plus personne d'autre. » Derrière lui, Claire ajouta doucement, « Mais maintenant tu n'es plus seule. » Michel sourit, son premier vrai sourire depuis des semaines. Il ne répondit pas, se contentant de continuer à étendre le linge tandis que le vent tourbillonnait autour de lui, emportant avec lui la promesse d'un nouveau départ, qui commençait enfin à prendre forme. Quelques jours plus tard, Valérie arrivait de nouveau à la ferme, l'expression illisible. « Sonore André, pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle en portant un dossier sous le bras. « Est-ce que quelque chose s'est mal passé ?» demanda Michel, le cœur battant. « Non, bien au contraire, a-t-elle répondu. Nous avons reçu le rapport du tribunal. Souhaitez-vous avancer l'audience ? Le juge compte rendre sa décision avant la date limite, a-t-elle expliqué. Michel fronça les sourcils, incertain. Est-ce une bonne chose ? C'est possible. Mais étant donné ce que le juge a vu jusqu'à présent, il est probable qu'il tranchera en votre faveur. Et pourquoi cette précipitation ? Parce que le juge est sur le point de prendre sa retraite. Il veut clore l'affaire avant de partir. Michel, bien que prudent, accepta. Quand est-ce ? Vendredi à 10h. Cette nuit-là, le sommeil échappa à Michel. Il arpentait la maison, revoyant l'affaire encore et encore, s'assurant qu'il n'avait oublié aucun détail. Dans la chambre des filles, Lucie dormait la tête posée sur l'épaule de Claire. La douce lueur de la lampe projetait des ombres sur les murs, illuminant leurs dessins, des chevaux, des arbres, une maison aux tuiles rouges et 3 petites empreintes de mains. C'était comme s'ils avaient trouvé leur place, un endroit où ils pouvaient rester. Michel retourna dans sa chambre, ses doigts traçant lentement les bords de l'enveloppe contenant la dernière lettre que Dorothée lui avait écrite avant sa mort. Il déplia soigneusement le papier et relut ces paroles. « Si un jour tu te retrouves seul, n'oublie pas que tu es fait pour protéger. Il n'y a pas de terre fertile sans semences, ni de maison sans cœur. » Michel ferma les yeux, le poids de ces mots pesant sur lui. Dorothée en avait toujours su plus qu'elle ne le laissait entendre, et à cet instant, sa sagesse semblait plus réelle que jamais. Alors que vendredi arrivait enfin, Michel a soigneusement sélectionné sa plus belle chemise. Ce n'était pas pour le juge, mais pour elle. Il voulait honorer sa mémoire, faire les choses correctement. Les filles n'étaient pas présentes à l'audience, Valérie était restée sur place pour s'occuper d'eux à la ferme, laissant à Michel l'espace nécessaire pour affronter seul ce moment important. L'atmosphère dans la salle d'audience était bien plus intense que lors de l'audience précédente. Le juge, figure d'un professionnalisme sévère, feuilletait les documents sans jeter un regard à qui que ce soit. Puis il rompit le silence. « Sonore André, commença-t-il d'une voix mesurée, j'ai examiné toutes les preuves fournies par votre avocat. Il existe des preuves substantielles du lien émotionnel et biologique entre vous et les filles. Mais il reste une question cruciale. » Le corps de Michel se tendait, son cœur s'accélérait. « Quel nom de famille ? » a demandé le juge. « Les filles n'en ont pas actuellement et nous ne pouvons pas prendre de décision finale sans résoudre ce problème. » L'avocat s'est levé et a parlé avec assurance, « Mon client souhaite offrir le sien. » Le juge le regarda droit dans les yeux. « Es-tu sûr de ça ? » « Oui, » répondit Michel d'une voix inébranlable. Le juge se pencha en avant, son ton devenant plus aigu. « Êtes-vous prêt à assumer toutes les responsabilités juridiques, économiques et morales qui accompagnent cette décision ? » La réponse de Michel fut claire et résolue. « Plus que jamais. » Le juge hocha la tête, puis, après un bref instant, il prononça la décision. Puis, au vu du rapport psychologique, du témoignage de l'assistante sociale et de la volonté du requérant, ce tribunal accorde la garde permanente de Lucie et Claire Évriaux-André au sonore Michel André. Un lourd silence suivit, le poids du moment s'installant autour d'eux comme une tempête silencieuse. Le juge signait les papiers, sa plume grattant les pages, tandis que Michel restait immobile, absorbant l'ampleur de ce qui venait de se passer. C'était comme si des années de vide étaient enfin libérées, chaque respiration étant une libération du fardeau qu'il portait depuis si longtemps. Lorsqu'il rentra chez lui,
il trouva les filles qui l'attendaient avec impatience sur le porche, le visage plein d'impatience. Lucie se précipita, les yeux pétillants de curiosité. Michel s'agenouilla devant elle et, avec un sourire tranquille, sortit un dossier contenant des papiers. Il les déplia et les lui montra avec une fierté tranquille. À partir d'aujourd'hui, vous êtes officiellement Lucie André et Claire André. Les filles poussèrent des cris de joie en se jetant dans leurs bras. Claire, encore un peu plus réservée, laissait couler ses larmes en silence, tandis que Lucie l'embrassait sur la joue, débordante de bonheur. Ça veut dire que nous sommes vraiment à toi? Demanda Lucie, sa voix remplie d'émerveillement. Oui, confirma Michel, le cœur gonflé d'émotion. Et je suis à toi. Cet après-midi-là, Valérie est venue pour la dernière fois. Elle portait une boîte remplie de livres pour enfants et de divers formulaires qu'il fallait signer. Sur le plan administratif, tout est réglé, dit-elle en lui tendant les formulaires. Michel lui a proposé un café, ce qu'elle a rarement accepté, mais aujourd'hui elle a acquiescé. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, je n'aurais jamais imaginé que les choses se passeraient ainsi, remarqua-t-elle en remuant pensivement son café. Moi non plus, a admis Michel en secouant la tête. Mais voilà. Les filles t'adorent, Valérie. Elles te suivent des yeux à chaque fois que tu sors de la pièce. Tu sais ce que ça veut dire? Faites confiance, répondit-elle doucement, son expression s'adoucissant. Et la confiance n'est pas quelque chose de facile à gagner. Michel resta silencieux un instant avant de demander, alors, quelle est la suite pour toi? Je vais passer à d'autres affaires, dit-elle d'une voix ferme. Mais pour être honnête, je ne pense pas que j'en retrouverai un jour un comme celui-ci. Merci, dit Michel, la voix pleine de gratitude. Pour ne pas abandonner. Et merci, répondit Valérie, le regard sincère. Pour m'avoir montré que parfois, ça vaut la peine de faire confiance. Leurs adieux étaient simples, une poignée de main, mais ils contenaient un profond sentiment de respect mutuel. Alors que Valérie partait, les filles lui faisaient signe depuis la fenêtre, le visage illuminé par la joie du moment. Ce soir-là, Michel prépara un dîner spécial, du riz au poulet, comme Dorothée l'avait adoré. Ils ont allumé des bougies et joué de la musique douce, l'ambiance était chaleureuse et empreinte d'un sentiment d'appartenance. Les filles étaient ravies. C'est une fête, a demandé Claire, la voix émerveillée. C'est un accueil officiel dans notre famille, répondit Michel, la voix chargée d'émotion. Et qu'est-ce qui manque maintenant? Demanda Claire, avec une pointe d'innocence dans sa question. Rien, dit Michel en souriant en levant son verre de jus. Juste pour vivre. Les filles imitèrent son action en levant leur verre. Pour nous, dit-il. Pour nous, répétèrent-ils à l'unisson, le visage brillant de bonheur. Pour la première fois depuis des lustres, Michel André n'avait pas l'impression de clore un chapitre de sa vie. Non, cette fois, c'était comme s'il en commençait enfin un. Plus tard dans la soirée, Lucie accourut vers lui, tenant un dessin qu'elle avait fait. « Papa, je peux apporter ce dessin à l'école » a-t-elle demandé en agitant le drap avec son interprétation de Michel monté sur un cheval. Michel cligna des yeux, interloqué par cette demande. « Il ne s'agit pas du dessin, Lucie, dit-il doucement, un doux sourire tirant sur ses lèvres. C'est ce que tu viens de dire. Lucie fit une pause, confuse. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit, je peux prendre le dessin, papa, a déclaré Michel, la voix remplie d'émotion calme. Pendant un moment, Lucie resta immobile, comprenant la signification des mots. Michel s'agenouilla devant elle, la voix tendre en ajoutant, bien sûr que tu peux. Et merci. Lucie sourit vivement et courut vers sa chambre, impatiente de placer le dessin dans son sac. Claire la suivit, silencieuse mais avec un sourire qui en disait long. Michel se leva lentement, la poitrine serrée par l'émotion. Mais cette fois, ce n'était pas l'anxiété qu'il avait si bien connue, c'était quelque chose de plus profond, un mélange d'incrédulité et d'épanouissement immense. La semaine suivante, les filles ont commencé dans une nouvelle école. Michel les accompagnait personnellement et marchait à leur côté lorsqu'ils entraient dans le bâtiment. Il les a aidés à saluer le professeur, s'est assuré que leur sac était placé aux bons endroits et les a observés avec une fierté tranquille. Lucie prit immédiatement place à son bureau, tandis que Claire s'attardait près de la porte, un peu incertaine. « Veux-tu que je reste un moment ?» demanda doucement Michel. La professeure, une gentille femme, lui offrit une petite chaise au fond de la classe. Michel accepta,
s'installant dans le fauteuil tandis qu'il regardait silencieusement Claire sortir ses crayons et commencer à dessiner. 15 minutes s'écoulèrent avant que Claire ne se retourne et ne lui lève le pouce, son sourire large et sincère. Michel se leva doucement et sortit de la classe sans un mot. Sur le chemin du retour, il passa devant l'ancienne bibliothèque du village, un bâtiment fermé depuis des années. Il fit une pause, levant les yeux vers la structure en ruine. La bibliothèque a toujours été un lieu privilégié pour Dorothée, qui la visitait chaque fois qu'elle avait besoin d'un endroit tranquille pour réfléchir ou écrire. Il ne l'avait pas compris à l'époque, mais maintenant, alors qu'il se tenait devant le bâtiment négligé, le sens devenait clair. Cet endroit méritait d'être relancé, et peut-être, juste peut-être, pourrait-il offrir aux filles autre chose que de simples livres. Il a sorti son téléphone et a appelé un maçon du village. « Je veux restaurer toute la bibliothèque », a-t-il déclaré. « Et je veux qu'il y ait un coin pour les enfants, plein de tapis, de coussins et de couleurs. »« Pourquoi ?» demanda le maçon, visiblement perplexe. « Pour que les enfants de ce village aient un endroit pour lire, » répondit Michel. « En commençant par le mien. » Cet après-midi-là, alors qu'il allait chercher Lucie et Claire à l'école, les filles se précipitèrent vers lui à bras ouverts, leur excitation palpable. « Comment ça s'est passé ?» demanda Michel avec impatience. En même temps, les filles répondirent « Vous êtes-vous fait des amis ?» Lucie sourit largement. « Oui, j'ai rencontré une fille nommée Milagro. Elle adore dessiner comme moi. Et un garçon m'a donné des biscuits, » ajouta Claire, la voix pleine de surprise. Michel écoutait attentivement, comme s'il partageait un secret de la plus haute importance. Il sourit, rempli d'un sentiment de paix qui lui avait échappé depuis si longtemps. « Tu veux voir quelque chose ?» demanda-t-il en les conduisant à l'ancienne bibliothèque. Le bâtiment était encore poussiéreux et rempli de toiles d'araignée, mais les yeux de Lucie s'illuminèrent dès qu'elle le vit. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda-t-elle, sa voix remplie d'émerveillement. « Un endroit que nous allons transformer, » a déclaré Michel, la voix pleine de promesses. « Un endroit plein de livres, d'histoires et de couleurs. Et vous allez m'aider à le rendre beau. »« Nous ?» demanda Lucie, les yeux écarquillés. « Bien sûr. Cet endroit aura des choses que vous choisirez, dit Michel avec un sourire. Mais seulement si tu promets de l'utiliser. »« Oui. » cria Lucie, se précipitant déjà dans les couloirs poussiéreux, son excitation incontrôlable. Claire resta plus près de Michel, l'air pensif. « Dorothée venait ici, dit-elle doucement. » Michel hocha la tête, la voix douce. Oui, c'était son endroit préféré. Et maintenant, ce sera aussi le nôtre. Il ébouriffa doucement les cheveux de Claire. Alors, commençons. Les jours suivants furent remplis d'activités alors que Michel et les ouvriers commençaient la restauration. Les filles aidaient après l'école, sélectionnant les couleurs, nettoyant et organisant les étagères. Ils ont découvert des livres oubliés, redécouvert des trésors enfouis dans de vieilles boîtes. Un après-midi, Lucie a trouvé un cahier vierge. « Puis-je écrire là-dedans ?» elle a demandé. « Bien sûr, » répondit Michel. « Qu'est-ce que tu vas écrire ?» Lucie réfléchit un instant. « Ma première histoire, » dit-elle avec enthousiasme. « C'est l'histoire d'une petite fille qui vivait dans la rue et qui a trouvé une maison avec du pain, du lait chaud et quelqu'un qui ne criait pas. » Michel sentit une boule se former dans sa gorge, mais il ne dit rien. Il lui tendit simplement un nouveau crayon. « Écris-le bien, dit-il doucement. » Le premier samedi du mois, la bibliothèque a rouvert ses portes avec une petite cérémonie informelle. Il n'y a pas eu de discours ni de grands gestes, juste des voisins, des enfants et une table remplie de jus de fruits et de biscuits. Michel a prononcé quelques brefs mots, disant que la bibliothèque était un hommage à Dorothée et qu'il espérait qu'elle deviendrait un espace rempli de rires, d'histoires et de moments paisibles. Les filles ont coupé le ruban avec lui, le visage brillant d'excitation, et l'image d'elle tenant les ciseaux ensemble, entourée de livres et de sourires, est devenue un souvenir gravé dans le temps. Plus tard dans la soirée, Lucie remit à Michel le cahier complété. « Voulez-vous le lire ?» demanda-t-elle avec impatience. Michel prit le cahier et commença à lire à haute voix. Il était une fois une petite fille qui avait peur. Elle marchait toujours avec sa sœur parce qu'elle ne savait pas où aller. Mais un jour, un monsieur au visage sérieux leur a ouvert la porte. Il n'a pas dit beaucoup de mots, mais il leur a donné de la soupe chaude et des couvertures propres. Au début, elle ne lui faisait pas confiance, mais petit à petit, ils ont commencé à l'appeler papa. Michel ferma le cahier,
déglutissant difficilement alors que l'émotion menaçait de le submerger. « Avez-vous apprécié ?» demanda Lucie, la voix pleine d'espoir. « J'ai adoré, » répondit Michel, la voix épaisse. « Et tu te vois dans cette histoire ?» Lucie sourit et hocha la tête, les yeux pétillants. « Je me vois exactement comme ça. Papa. » Alors que Michel regardait Claire, qui était assise avec un vieux livre de la bibliothèque avec la photo de Dorothée sur la couverture, il dit doucement, « Dorothée était comme nous aussi. »« Pourquoi dis-tu ça ?» demanda Claire, les yeux écarquillés de curiosité. « Parce qu'elle aidait les gens qui n'avaient pas de logement. Tout comme nous, avant, » explique doucement Michel. Claire ne dit rien, mais ses yeux s'adoucirent. Elle s'assit sur le canapé, ouvrant le livre, son crayon à la main. Les filles commençaient à s'épanouir. Ils dormaient profondément, mangeaient avec enthousiasme et, surtout, parlaient librement. Ce soir-là, Lucie se précipita vers Michel. « Papa. J'ai un projet de groupe à l'école. Puis-je inviter Milagro ?»« Bien sûr, » répondit Michel avec un sourire. « Appelle-la et demande si ses parents sont d'accord. » Alors que Lucie disparaissait à l'étage pour passer l'appel, Claire continuait de dessiner tranquillement sur le sol. Michel est allé à la cuisine, préparant de la limonade, et alors qu'il se tenait là, un sentiment d'incrédulité l'envahit. Il y a quelques mois à peine, la maison était restée silencieuse. Maintenant, c'était rempli de rires, de voix et de dessins collés sur le réfrigérateur. Lorsque Milagro arrive avec sa mère, Michel les accueille chaleureusement. La mère de Milagro, une femme gentille et attentionnée, semblait à la fois reconnaissante et curieuse. « Merci de l'avoir invitée, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Lucie parle tellement de toi. » Michel sourit, la voix pleine de chaleur. « Les filles ont changé ma vie. »« Et vous avez changé l'histoire » a répondu la mère de Milagro. Selon Milagro, c'est beau à voir. Alors que les filles montaient à l'étage avec leurs cahiers et leurs crayons, Claire s'attardait près de la porte, observant tranquillement. Lorsque les visiteurs sont finalement partis, Claire s'est adressée à Michel avec une question qui lui a fait gonfler le cœur. « Penses-tu que maman serait heureuse ?» demanda-t-elle doucement. Michel lui ébouriffa les cheveux et sourit doucement, le cœur plein. « Oui, Claire. Je pense qu'elle serait très heureuse. »« Ta mère ?» demanda Michel d'une voix douce en s'agenouillant à côté d'elle. Claire hésita un instant, ses yeux parcourant le sol comme si elle pesait les souvenirs avant de parler. « Je ne la connaissais pas très bien, » a-t-elle admis, la voix légèrement tremblante. « Mais je sais qu'elle s'est battue si dur pour que nous soyons ensemble. Et si elle pouvait me voir maintenant, si elle savait que j'allais bien, je pense qu'elle trouverait enfin la paix. » Émue par ces paroles, Claire passa ses bras autour du cou de Michel, le tenant fermement comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. « Parfois, je rêve d'elle, » murmura Claire, sa voix étouffée contre son épaule. « Mais, je ne pleure plus autant. » Michel la serra contre lui, sentant une chaleur dans sa poitrine. Il ne parlait pas, mais son cœur se gonflait de gratitude. Il remerciait l'univers de les avoir réunis alors qu'il était prêt à s'éloigner, pour sa volonté d'écouter cette voix calme et insistante en lui, le poussant à continuer, à ne jamais fermer la porte. Il les avait trouvés à temps. Ce soir-là, après que les filles se soient endormies paisiblement, Michel entra tranquillement dans leur chambre. Les dessins qu'ils avaient laissés sur la table attirèrent son attention. L'un d'entre eux se démarque particulièrement, il représente une bibliothèque, des enfants remplissant l'espace de rire et un homme à cheval portant deux petites filles. En bas, en lettres grasses et colorées, se trouvaient les mots « Notre maison heureuse ». Plus tard, alors qu'ils s'asseyaient pour le dîner, Lucie se tourna vers Michel, faisant tournoyer des spaghettis sur sa fourchette. « Papa, tu peux venir à l'école demain. » Michel leva les yeux, perplexe. « Pourquoi ? » Parce que le professeur a dit que nous allions présenter nos familles. Chacun doit parler de ce qu'il préfère, et tu vas parler de moi, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle, un sourire espiègle étirant ses lèvres. Claire, assise à côté d'elle, répondit avec un sourire « Et moi aussi ». Michel s'arrêta un instant, s'essuyant la bouche avec une serviette. « Très bien, dit-il finalement. Je serai là. » Le lendemain matin, Michel s'habille avec soin, enfile une chemise propre et passe ses doigts dans ses cheveux. Cela faisait si longtemps qu'il n'était pas allé à l'école en tant que père, il ne se souvenait plus vraiment de la dernière fois. En entrant dans la classe, il a vu plusieurs autres parents, pour la plupart des mères, brandissant leur téléphone,
prêts à capturer chaque instant. Un à un, les enfants furent appelés. Ils ont parlé de leurs grands-parents, de leurs animaux de compagnie, de leurs professeurs et de leurs frères et sœurs. Quand ce fut le tour de Lucie, elle se dirigea vers l'avant avec une confiance tranquille, tenant une feuille de papier avec un souhait manuscrit. Ce que je veux le plus au monde, c'est mon père. Avant, je n'en avais pas. Maintenant, c'est le cas. Il prend soin de moi, me lit des histoires et a même créé une bibliothèque rien que pour moi et ma sœur. Je l'appelle papa parce qu'il m'a trouvé quand personne d'autre ne l'a fait. La gorge nouée de Michel s'épaissit, mais il tint bon tandis que les applaudissements remplissaient la salle. Il pouvait sentir les regards des autres parents sur lui, certains silencieux, d'autres avec des expressions de compréhension. Puis ce fut le tour de Claire. Elle se leva, un peu hésitante au début, mais bientôt ses mots arrivèrent, lentement et régulièrement. Je veux mon père parce qu'il me laisse coucher avec lui. Il m'écoute, même quand je ne parle pas. Il m'a promis de ne jamais me laisser tranquille, et il ne l'a pas fait. Il a toujours été là pour moi. Les applaudissements se sont intensifiés et Michel a lutté pour garder son sang-froid. À l'intérieur, cependant, ses émotions vibraient comme une corde trop tendue. Il n'avait jamais imaginé un moment comme celui-ci, et pourtant, il était là, se déroulant devant lui. À la fin de la présentation, le professeur s'est approché de lui avec un gentil sourire. « Bonne chance, monsieur André. » Michel secoua simplement la tête. « La chance est de mon côté ce soir, » murmura-t-il. Plus tard dans la soirée, alors que les filles dormaient profondément, Michel se retrouva de nouveau dans la bibliothèque, cette fois assis près de la fenêtre, un vieux livre à la main. Alors qu'il ouvrait les pages, quelque chose tomba, une fleur séchée, conservée entre elles. C'était celui de Dorothy. Pendant un instant, il le regarda, perdu dans ses souvenirs. « Je vais bien, » dit-il doucement, presque comme s'il lui parlait directement. Au loin, il entendit le rire de Claire depuis l'autre pièce. Puis le doux bruit des pas de Lucie se dirigeant vers la salle de bain. Et soudain, tout devint silencieux. Mais ce silence était différent, il était rempli de vie, de promesses. « Puis-je vous aider ?» La voix de Claire rompit le silence depuis la porte de la cuisine. Michel sourit, les mains saupoudrées de farine. « Bien sûr. Tu veux pétrir avec moi. » Claire se précipita vers le comptoir et s'installa à côté de lui, impatiente de mettre la main à la pâte. Quelques instants plus tard, Lucie le suivit, traînant une petite chaise pour avoir une meilleure vue. « Nous faisons du pain comme nous l'avons fait avec maman, n'est-ce pas ?» demanda Lucie en enfonçant ses doigts dans la pâte molle. « Oui, » répondit Michel avec un sourire doux amer. « Mais elle était bien meilleure dans ce domaine. »« Et elle t'a appris ?» demanda Lucie en le regardant avec de grands yeux. Michel hocha la tête. « Elle m'a appris patiemment, tout comme je vous l'apprends. » Claire lui lança un petit sourire complice. « Alors un jour, j'apprendrai à mes enfants à faire du pain. » Michel se figea un instant, ses paroles innocentes le touchant plus profondément qu'il n'aurait pu s'y attendre. « Bien sûr que tu le feras, » murmura-t-il. Pendant que le pain cuisait, remplissant la maison d'un arôme délicieux, Lucie rassembla ses crayons de couleur et mit la table sans qu'on le lui demande. Michel les regardait, le cœur gonflé d'un amour tacite. Les rythmes simples de leur vie commune ressemblaient à une douce symphonie. « Papa, » demanda soudainement Lucie, sa voix remplie d'espoir, « tu viens en excursion demain ?» Michel leva les yeux, confus. « Quelle excursion ?»« Celui du parc écologique, » expliqua Claire. « Certains enfants amènent leur mère, mais nous pouvons vous amener à votre place. » Sans hésitation, Michel sourit. « Bien sûr. Je serai là. » Lucie leva les bras avec enthousiasme et Claire lui fit un sourire éclatant. « Ça va être amusant. » Le lendemain, Michel a préparé les déjeuners et la crème solaire des filles et est arrivé à l'école avec un sac à dos à la main. Le trajet en bus jusqu'au parc a été rempli de bavardages et de rires tandis que les filles parlaient avec enthousiasme des animaux qu'elles espéraient voir. Michel a aidé d'autres enfants, a parlé avec des enseignants et a même pris quelques photos avec les camarades de classe des filles. Puis, alors qu'ils erraient le long du chemin, Claire trébucha sur une racine d'arbre et tomba à genoux. Elle pleura brièvement, gênée, mais Michel fut là en un instant. S'agenouillant, il la rassura doucement, « Ce n'est rien, ma chérie. Je t'ai. » Elle s'essuya les yeux, un léger reniflement s'échappant tandis que Michel nettoyait la petite égratignure avec un mouchoir. Il la souleva sur ses épaules, sentant son petit poids,
mais aussi le poids de quelque chose de bien plus grand, la certitude inébranlable qu'il était exactement là où il devait être. Sur le chemin du retour, Claire s'endormit contre son bras, tandis que Lucie, plongée dans ses pensées, griffonnait quelque chose sur un morceau de papier plié. « Qu'est-ce que tu écris » demanda doucement Michel. « Une lettre pour ma mère, » répondit Lucie, sa voix calme mais remplie d'une tendresse tranquille. « Je ne la connaissais pas beaucoup, mais j'ai envie de lui dire que tout va bien, que nous sommes avec toi. » Michel n'avait pas les mots pour répondre, mais heureusement, ce soir-là, il n'en eut pas besoin. « Papa, tu penses que ma mère peut m'entendre » Lucie a demandé plus tard, alors qu'elle découpait soigneusement une étoile en papier. Michel leva vers elle un regard doux. « Je ne sais pas, chérie. Mais je pense qu'elle le peut. J'ai l'impression qu'elle est proche parfois. » Claire, assise à côté d'elle, ajouta pensivement, « Moi aussi, je rêve d'elle. Pas tout le temps, mais parfois elle vient et me dit de continuer à dessiner. » Michel sourit tendrement, une chaleur remplissant sa poitrine. « Peut-être que ça veut dire qu'elle est toujours avec toi, d'une manière ou d'une autre. » Lucie leva son étoile découpée. « Je veux faire d'elle une star, pour qu'elle sache que nous allons bien. Et nous pouvons accrocher les étoiles à l'arbre du jardin, » suggéra Claire, les yeux pétillants. « Excellente idée, » acquiesça Michel. « Nous le ferons cet après-midi. » Ensemble, ils ont rassemblé de la ficelle et des rubans colorés, grimpant à l'arbre pour accrocher les étoiles. Pendant qu'ils travaillaient, Lucie a crié, « Regarde, papa. C'est le plus brillant. » « Pour qui » demanda Michel en levant les yeux. « Pour maman, » dit Lucie, sa voix ferme avec certitude. « Et pour Dorothy. » La mention du nom de Dorothy serra le cœur de Michel, mais à ce moment-là, il ressentit quelque chose de plus que de la douleur. Il ressentait un amour vivant et ininterrompu. Ce soir-là, l'arbre scintillait de centaines de petites étoiles flottant au gré de la brise. Les filles regardaient depuis la fenêtre, le visage rayonnant de fierté. « Pensez-vous qu'ils verront » murmura Claire. Michel hocha la tête, la voix douce. « Et s'ils le font, au moins ils sauront que nous pensons à eux. » Alors qu'ils se blottissaient sur le canapé plus tard dans la nuit, enveloppés dans une couverture douillette, Lucie s'endormit la première, la tête posée sur les genoux de Michel. Claire s'endormit peu après, appuyée contre la coudoir. Michel restait assis en silence, veillant sur eux. Pendant si longtemps, il avait cru que la vie lui avait déjà donné tout ce qu'elle pouvait et qu'après le décès de Dorothy, il ne restait plus rien pour lui. Mais maintenant, en regardant ses deux filles endormies, il réalisait quelque chose de profond, il avait encore tant de choses devant lui. Il éteignit doucement la télévision, se leva lentement et les porta jusqu'à leur chambre, les mettant au lit avec le plus grand soin. Il éteignit la lumière et les regarda une dernière fois. Au mur, un nouveau dessin était accroché, un homme avec un chapeau, deux filles se tenant la main et un arbre plein d'étoiles. Michel sourit et murmura doucement, « Merci, Dorothy, de m'avoir montré le chemin. » Le lendemain matin, alors que Claire buvait son café, elle demanda, « Papa, je peux prendre une étoile pour la mettre sur la tombe de maman ?» Michel fit une pause, les mains toujours couvertes de colle. Il leva les yeux vers elle, sa voix douce mais certaine. « Bien sûr, chérie. Nous irons après l'école ?» demanda Lucie, son sac à dos en bandoulière. « Nous trois » demanda Michel. « Oui, nous trois » confirma Lucie, sa voix remplie d'une détermination tranquille. Après l'école, ils se rendirent au cimetière, où la tombe de Dorothy reposait sous un simple pieu en bois, marqué de lettres vertes délavées. Alors qu'ils se tenaient là, tenant l'étoile ensemble, Lucie parla doucement, sa voix étant presque un murmure. « Maintenant, elle sait que nous allons bien et qu'elle nous manque. » Michel resta silencieux, ne sachant pas quoi dire. Il ferma les yeux un bref instant, laissant le vent emporter ses pensées. Sur le chemin du retour, la voiture était remplie d'un silence paisible, comme si quelque chose d'important avait été accompli. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Lucie a demandé, « Était-elle heureuse ?» Michel sourit doucement. « Je le pense, ma chérie. Autant qu'elle pourrait l'être. Et maintenant, même si elle est partie, elle vit en toi. Dans ton rire, tes yeux, ta force. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Et dans les câlins que vous nous faites. » Plus tard, Michel retrouve Lucie dans la bibliothèque, en train d'écrire. « Sur quoi travaillez-vous » il a demandé. « Une nouvelle histoire » dit-elle sans lever les yeux. « Il s'agit d'une mère qui n'a pas pu rester,
mais qui a laissé des indices à ses filles pour qu'elles trouvent quelqu'un de bien. Michel sourit, le cœur gonflé d'émotion. Et comment ça se termine? Cela se termine par une famille différente mais heureuse, a-t-elle déclaré. Le sourire de Michel s'approfondit. J'aime cette fin. Lucie fit une pause, puis leva les yeux vers lui. C'est notre histoire, n'est-ce pas? Michel hocha la tête, le cœur plein. Oui. Et tu l'as magnifiquement écrit. Elle se remit à écrire et Michel recula tranquillement. Il savait, au plus profond de lui, que même si le monde extérieur ne comprenait pas pleinement leur voyage, ici, dans cette maison, une nouvelle histoire se déroulait, un mot à la fois.